Bon, donc, au nom de notre service de cyto-histo-embryogénétique clinique, nous avons l'honneur de vous présenter le forum des étudiants de première année de médecine, inhérent aux réponses, bien sûr, aux questions après la projection du vidéo. Donc, après avoir projeté les 9 cours, les étudiants nous ont envoyé des questions par mail. Nous avons rassemblé toutes les questions en classe et aujourd'hui, nous allons répondre, bien sûr, à toutes ces questions. Donc, la première question, bien sûr, qui a été posée, en général par un ensemble d'étudiants, c'est la différence entre le transport passif et le transport actif. Le transport passif, c'est un transport qui se fait avec le gradient de concentration. Le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration. Le premier, il ne nécessite pas de l'énergie, sauf une petite énergie de frottement quand toutes les molécules vont rentrer d'un côté ou de l'autre, du milieu intra ou du milieu extracellulaire. Le deuxième, le transport actif, il se fait contre le gradient de concentration. Je vous donne un exemple. Supposons que tous les étudiants veulent rentrer au niveau de notre amphithéâtre. Et en même temps. Donc, le nombre d'étudiants est très élevé à l'extérieur. La porte est exiguë. Tous les étudiants veulent rentrer. Donc, il y a un flux d'étudiants qui arrive. Et ça ne nécessite pas de l'énergie. La réciproque est vraie. Si un étudiant, ou bien moi-même, en tant qu'enseignant, je veux sortir, donc il me faut beaucoup d'énergie pour me frayer un chemin, exemple du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, contre le gradient de concentration. Donc, cela montre bien que ce transport, bien sûr, est caractérisé par un type de molécules, ce sont les molécules hydrophobes et les petites molécules hydrophiles et non chargées. On avait dit hydrophobes qui détestent l'eau, hydrophiles qui aiment l'eau. Kariha lilma, muhibba lilma. Voilà un petit schéma récapitulatif. Là, c'est une diffusion simple qui fait partie du transport passif. Les petites molécules hydrophobes, un degré de partition, c'est bien sûr le diamètre de la molécule par rapport au diamètre du canal, ou bien aussi, il y a le degré de partition, c'est la solubilité dans les lipides sur la solubilité dans l'eau. Apolaire, ça veut dire absence de charge. Si elles sont polaires, elles doivent être de petite taille. Exemple, nous avons les gaz, comme le dioxyde de carbone, l'oxygène, les molécules hydrophobes, exemple le benzène, C6H6, et les petites molécules polaires, comme l'eau et l'éthanol, C2H5OH. Donc, toutes ces molécules sont conditionnées par ce type de transport. Le transport à l'aide de protéines membranaires, c'est toujours un transport passif, ça veut dire avec le gradient de concentration, sauf que ces substances seront aidées par des protéines et c'est toujours, ça ne nécessite pas de l'énergie. Donc, si la molécule n'est pas chargée, seule la différence de concentration de part et d'autre de la membrane qui détermine ce type de transport. La même chose ici. Nous avons de grandes molécules polaires comme le glucose, C6H12O6. Nous avons les molécules chargées comme l'ion hydrogène, le chlore, le sodium ou bien le calcium. Et nous avons les acides aminés qui sont bien sûr formés par un groupement acide COH, un groupement amine NH2 et par conséquent le groupement acide est chargé négativement et le groupement amine est chargé positivement. Donc ici, c'est une diffusion facilitée. Nous avons dit les molécules de grande taille comme le glucose et certains acides aminés, les molécules de petite taille, les ions qui sont chargés, bien sûr, au niveau de toutes nos membranes. Voilà, ici, on va vous donner un exemple type. Ça, c'est l'ouverture d'un canal permanent. Ça veut dire l'ion, il passe sans aucune entrave. Le deuxième, l'ion arrive, le canal, il est fermé. Et quand le canal est fermé, l'ion ne pourra pas passer. Après l'arrivée d'un ligand, il y a une association d'un complexe ligand-canal. Vous voyez, c'est pointu, c'est creux, donc il y a une complémentarité. Là, nous aurons un complexe, une conformation spatiale entre le ligand et la protéine au sein
de la membrane, ça permet de basculer et d'ouvrir le canal et par conséquent, l'ion peut passer facilement. Bon, là aussi, les canaux ioniques. Les canaux ioniques laissent diffuser rapidement les ions à travers la membrane. Nous avons vu ça au niveau du schéma. Nous avons les aquaporines ou bien les canaux hydriques. C'est les canaux qui laissent facilement passer l'eau. Donc ce transport d'eau, dans certains cas, est appelé osmose. L'osmose, à ne pas confondre avec le transport passif. L'osmose, c'est un mouvement qui se fait, bien sûr, d'un milieu moins concentré vers le milieu plus concentré. Et là, c'est toujours en prenant en considération la concentration des solutés de part et d'autre de la membrane. Ce n'est pas comme le transport passif, il se fait du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, c'est-à-dire le milieu au niveau duquel il y a une grande concentration de substances. Là, on met en évidence aussi des protéines transporteuses de substances, on l'appelle diffusion facilitée, et ça, c'est le ping-pong. Donc, on reçoit la molécule, ça ouvre, et ainsi de suite. Donc, c'est la molécule, c'est l'état ping-pong. C'est comme tennis de table. Une fois qu'on reçoit la balle, ça tape sur la table, et on revoit la balle, la même chose, le passage de part et d'autre de la membrane. Toujours dans le sens du gradient de concentration, parce qu'on est toujours dans le transport passif. Voilà, étudiant 2. Mes étudiants ont demandé à ce que je réexplique l'endocytose par les récepteurs spécifiques. Je précise à prendre ça en considération. Pourquoi? Parce que nous avons l'endocytose et l'exocytose. L'endocytose, elle est divisée en deux parties, la phagocytose et la pinocytose. La phagocytose, c'est la pénétration des substances solides. Excusez-moi. Voilà. L'endocytose, la phagocytose, c'est la pénétration des substances solides, comme au niveau des macrophages, une bactérie, formation de pseudopodes, Arjol Kadiba. Ensuite, on englobe la substance et, bien sûr, voilà la vacuole d'endocytose avec les substances à phagocyter. La pinocytose, c'est l'invagination de la membrane, on l'appelle membrane flow, c'est les substances liquides. C'est pour cela, phagocytose plus pinocytose égale endocytose. Nous avons une endocytose qui est spécifique. Ce n'est pas comme la phagocytose, ni comme la pinocytose. C'est l'endocytose par les récepteurs, le mustaqbilat, le khalawiya. Ces récepteurs les récepteurs membranaires. Ces récepteurs vont recevoir la substance, il va y avoir reconnaissance, formation d'un puits recouvert, caoutchouc. À l'intérieur, c'est la clatrine qui est formée par des trischélions. Et là, on a ce qu'on appelle vésicule recouverte. Donc l'endocytose sélective, bien sûr, des récepteurs membranaires. Et là, pour la reconnaissance avec des molécules particulières. Donc, je précise à prendre ça en considération. Voilà, ici, l'étudiant 3, comme c'est un forum, c'est un ensemble d'étudiants, j'ai essayé de rassembler les questions. S'il vous plaît, monsieur, réexpliquez-moi ce phénomène de transmission. La transmission, elle est simple. Au lieu que ce soit l'hormone qui arrive, ou bien le ligand, il est reçu par le récepteur, il va directement pénétrer. Ce dernier ne pourra pas pénétrer, donc il doit subir des transformations, il doit passer par certaines étapes. La première étape, c'est quoi? C'est qu'une fois l'hormone qui arrive au niveau des récepteurs membranaires, on a la protéine G qui arrive, on va former un complexe pro-hormone et récepteur protéine G. Donc, l'hormone va donner le message à la protéine G, ce complexe sera activé. Donc, nous avons un premier complexe activé. Le récepteur, il est activé. Ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détacher, l'hormone va sortir, puisqu'on a reçu son message, on n'en a plus besoin de l'hormone, le récepteur reprend sa position initiale. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une protéine G activée, qui a été activée par quoi? Par l'arrivée de l'hormone au niveau du récepteur. Donc cette hormone, cette protéine activée, elle va directement, vous voyez la pointe,
vous voyez le creux, pour qu'il y ait complémentarité structurale et fonctionnelle, on a un complexe maintenant, adénylate cyclase activé. Il a été activé par quoi? Par, bien sûr, le message fourni par l'hormone au niveau de la protéine G. Donc ici, la protéine G va activer l'adénylate cyclase et elle va reprendre sa position initiale. L'adénylate cyclase va envoyer l'information à la transformation de l'ATP en AMP cyclique. Donc nous avons un premier messager et nous avons un deuxième messager. Et le message initial, c'est l'hormone qui l'a ramené. Donc dans l'ordre chronologique, Kingoul, quand je dis ordre chronologique, chrono, c'est le temps. Donc c'est dans le temps. Voilà, première partie, première étape, hormone, récepteur. Deuxième étape, activation du récepteur par la protéine G. Troisième étape, activation de l'adénylate cyclase par la protéine G activée. Quatrième étape, l'adénylate cyclase activée et transmet l'information à l'intérieur de la cellule par l'AMP cyclique. Donc automatiquement, nous avons un ordre chronologique au niveau duquel toutes les étapes de l'hormone jusqu'à l'AMP cyclique. L'étudiant 4, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que toutes les cellules sont capables de phagocyter? En réalité, au niveau de notre organisme, nous avons des cellules qui phagocytent. Rabbi subhanahu wa ta'ala, derrière des cellules, nous avons des cellules capables de phagocyter, capables d'éliminer les substances. Exemple, c'est les cellules faisant partie du système immunitaire. On les appelle cellules professionnelles. Exemple, les macrophages, les polynucléaires neutrophiles, les cellules dendritiques, qui sont les sentinelles. Les sentinelles, je traduis pour quelques étudiants, sentinelles, en première ligne de défense du système immunitaire. Donc, nous avons un système immunitaire au niveau duquel nous avons des sentinelles qui vont assurer la défense de notre organisme. D'autres cellules assurent ce phénomène de phagocytose pour éliminer les déchets. Exemple, les cellules de l'épithélium de la rétine qui éliminent très efficacement et quotidiennement les photorécepteurs endommagés par la lumière. Je vous donne aussi un autre exemple, parce que j'ai dit, il y a bien sûr des photorécepteurs endommagés par la lumière, ces derniers bien sûr régénèrent, donc les photorécepteurs endommagés, on doit les éliminer. Sinon, il va y avoir accumulation de déchets. Un deuxième exemple que vous avez vu avec M. Gittaf en embryologie. Et nous y reviendrons tout à l'heure aussi. J'ai une question au niveau des lysosomes, mais je vous donne un exemple. Les cellules de Sertoli, dans la spermiogénèse, la transformation des spermatides en spermatozoïdes, il y a des reliquats de cytoplasme, et pour qu'il y ait spermiation, pour que les spermatozoïdes soient libérés, bien sûr, les cellules sont capables de phagocyter, d'éliminer ces excès de cytoplasme. Bon, la deuxième partie, c'est la communication cellulaire. Alors, pouvez-vous nous réexpliquer la structure et le rôle des récepteurs métabotropiques de la première classe, qui sont les récepteurs des protéines G? On a dit que les protéines G participent à la transduction du signal et elles permettent de transmettre l'information, bien sûr, de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc, les protéines G appartiennent à la famille des enzymes GTP phosphatase qui hydrolysent le GTP en GDP. Et là, ces dernières participent aux différents phénomènes au sein de notre organisme. Exemple, la synthèse des protéines, la division cellulaire, la translocation des protéines à travers la membrane et le transport des vésicules au sein de la cellule. Ça veut dire que les protéines G sont en quelque sorte le garant de la transduction d'un message de l'extérieur vers l'intérieur de la cellule. Donc, la protéine G est une protéine, comme je l'ai dit, qui permet de transmettre l'information à l'intérieur de la cellule, donc c'est un transfert d'information. Elle participe à un mécanisme de transduction du signal. Cette protéine est appelée ainsi parce qu'elle utilise l'échange
GDP, GTP. Nous y reviendrons tout à l'heure pour ce GDP, GTP qui est interrupteur moléculaire. Qui dit interrupteur moléculaire, c'est celui qui déclenche le signal. Et c'est pour cette raison qu'au niveau de toutes les réactions, déclencher ou bien inhiber, activer, stimuler ou inhiber, retarder, bloquer toutes les réactions biochimiques dans la cellule. Bon, nous avons la protéine G et nous avons aussi des récepteurs couplés à la protéine G. Les récepteurs couplés à la protéine G, ce sont des récepteurs de nature protéique participant à la communication cellulaire. Donc, ici, ces protéines vont provenant des récepteurs à différents effecteurs, permettant bien sûr la génération d'une réponse cellulaire appropriée. Je m'explique. Ça veut dire que nous avons la protéine G, nous avons les récepteurs de la protéine G, nous avons une transduction d'un signal au niveau de laquelle ce signal va être transmis à l'intérieur. Par quoi? Par des effecteurs qui vont changer conformationnellement, physiologiquement, c'est bien sûr aptitudes physiologiques de la cellule. Ça veut dire que l'information, quand elle arrive, elle sera transmise par ces récepteurs, pas à des effecteurs, des effecteurs qui vont effectuer, qui vont bien sûr appliquer cet ordre pour pouvoir changer certains phénomènes, certains actes au sein de la cellule. Donc, on a pu isoler certains récepteurs, bien sûr les récepteurs couplés aux protéines G. Cela nous a permis d'identifier 900 gènes, dont 500 correspondent aux récepteurs olfactifs et gustatifs et 400 à des ligands endogènes. Donc, cela nous permet de dire qu'au niveau de notre organisme, nous avons des gènes, et ces gènes, bien sûr, qui vont s'exprimer pour donner une conformation, une structure de certains récepteurs. Ainsi, l'hétérogénéité des récepteurs assure une reconnaissance très large aux signaux externes. Donc là, les récepteurs couplés à la protéine G vont reconnaître les odeurs, puisqu'on a dit gustatifs, les odeurs, on a dit bien sûr olfactifs, par l'olfaction, le goût, la nature des substances, c'est pour cela on a dit odeur, molécules de goût et bien sûr lumière, qui interne l'hormone et neurotransmetteurs. Alors là, nous avons des signaux externes, comme on a dit l'odeur, la gustation, etc. Et nous avons aussi bien sûr, nous avons aussi des récepteurs qui vont recevoir les hormones et les neurotransmetteurs. Pourquoi? Nous avons toujours des gènes qui expriment, bien sûr, ces récepteurs et ces protéines. Pour votre information, malgré qu'on connaît maintenant la carte génétique, mais maintenant la recherche avance à grands pas. Pourquoi? Pour déterminer la carte protéique. Pourquoi? Pour bien sûr voir les différentes relations entre les récepteurs et leurs protéines. Voilà le phénomène physiologique proprement dit. Nous avons bien sûr un transmetteur, une substance, un ligand qui arrive au niveau du récepteur. Ce dernier, il est couplé à la protéine G, il est au repos. Nous avons GDP, nous avons la sous-unité alpha, la sous-unité bêta et la sous-unité gamma. Au niveau de votre cours détaillé, en PDF, ce n'est pas la vidéo, nous avons montré même les gènes qui sont responsables, qui s'expriment bien sûr, dans la structure de la sous-unité alpha, bêta et gamma. Une fois la substance, le ligand arrive, l'information arrive, le récepteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, bien sûr, déclencher une cascade de réactions. La première réaction, c'est quoi? C'est le détachement de la sous-unité alpha après transformation de GDP en GTP. Donc, nous avons la sous-unité alpha avec, bien sûr, le GTP qui va se lier à l'effecteur et elle va transmettre l'information. Là, vous voyez, nous avons des récepteurs et nous avons l'effecteur. L'effecteur, c'est celui qui va exécuter l'ordre de l'information. Deuxième étape, une fois l'information transmise, ce GTP va se transformer en GDP. Nous aurons sous-unité alpha-GDP qui va se lier à la sous-unité bêta et gamma et un nouveau cycle
recommence. Donc, réception de la substance, détachement de la sous-unité alpha, transformation de GDP en GTP. Une fois l'information transmise, nous avons un deuxième cycle. Essayez de suivre cette cascade d'événements inhérents à la protéine G. Quand un ligand, une substance, active le récepteur couplé aux protéines G, la protéine G se lie au récepteur, libère sa liaison GDP de la sous-unité alpha et lie une molécule de GTP à la place, ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau du schéma. Ensuite, deuxième étape, cet échange, toujours j'ai mis en gras, cet échange déclenche la dissociation de la sous-unité G alpha, du dimère G alpha et bêta gamma, dimère zouj, et du récepteur. Donc automatiquement, nous aurons la sous-unité alpha avec le GTP. Ou système, GTP, G alpha GTP déclenche des différentes signalisations en cascade, ou système second messager. Donc elle va transmettre l'information. Une fois l'information transmise, les protéines effectrices, tandis que le récepteur est de nouveau capable d'activer une nouvelle protéine G. Ça veut dire qu'une fois l'information transmise, qu'est-ce qui se passe? Nous allons revenir à l'état initial. G, alpha, bêta, gamma. Pour voir GTP, nous allons voir GDP. Suivez avec moi. Par son activité enzymatique inhérente, la sous-unité G-alpha, voilà, qui va finir par hydrolyser la GTP en GDP, permettant de se réassocier avec le groupement bêta et gamma. Pourquoi? Quel est l'objectif? Pour redémarrer un nouveau cycle. Et ça continue. Un exemple, c'était bien caractérisé d'une signalisation en cascade. كي نقولوا en cascade كيما احنا بالدرجة cascade نقولوا شلال تهبط بالعقل. هذه c'est une suite d'événements من ligand, récepteur alpha, récepteur de la protéine G, ensuite G alpha, GDP, ensuite G alpha, GDP, gamma, bêta. Ensuite, le G alpha se détache et GDP se transforme en GTP, se lie à l'effecteur et ça continue. L'enzyme adénylate cyclase est activée par G alpha S ou avec accent ou le S, c'est comme stimulation. Donc, G alpha GTP, elle stimule un message de l'effecteur, exemple adénylate cyclase, qui va transmettre l'information à l'intérieur de la cellule à un second messager, l'AMP cyclique, depuis l'ATP. Donc vous voyez que la cascade des substances est un ensemble, bien sûr, de réactions en chaîne. Les récepteurs catalytiques ici, c'est les récepteurs ioniques. Nous avons une extrémité extracellulaire réceptrice du ligand et une extrémité intracellulaire qui possède l'activité catalytique selon deux possibilités. Soit le récepteur il agit comme une enzyme, exemple, ici la protéine kinase, soit le récepteur lui-même, il est couplé à une enzyme. Et en fonction de l'activité enzymatique, on a trois exemples, soit l'activité à tyrosine kinase, sérine thréonine kinase ou bien guanylate cyclase. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que les facteurs de croissance sont des hormones? Oui, les facteurs de croissance sont des substances capables de stimuler de quoi? La croissance cellulaire. C'est pour cela que quand on est petit, on en demande des facteurs de croissance. Enfant, on fait toujours allusion aux différentes hormones. Voilà la prolifération et la différenciation cellulaire. La différenciation cellulaire, c'est quoi? تميز الخلوي والتخصص الوظيفي. La différenciation cellulaire et la spécialisation fonctionnelle. Vous voyez vos photos quand vous étiez petit. Vous les voyez quand vous avez 16 ans, 20 ans. Qu'est-ce qui vous a rendu ainsi? C'est la différenciation cellulaire et la spécialisation fonctionnelle. Sans oublier l'état embryologique. Donc c'est principalement une protéine ou bien une hormone, exemple, une hormone stéroïde. Ils sont impliqués
dans la régulation de nombreux phénomènes tels que les communications intercellulaires, c'est-à-dire le message entre les cellules. L'adhésivité cellulaire, pourquoi dit-on, monsieur, que la fibrose est due à une réponse, en réponse à une réaction inflammatoire locale? Et là, elle est caractérisée par l'augmentation d'un tissu. Ça veut dire que les constituants de la matrice fibreuse, de la matrice extracellulaire augmentent. C'est quoi? C'est une stimulation exagérée, zaïda, de la synthèse des composants de la matrice. Ce n'est pas une stimulation exagérée normale, c'est une stimulation exagérée due à une réaction inflammatoire locale. Donc ça, c'est une fibrose, un excès de synthèse de fibres, mais dû à une réaction inflammatoire. Elle est souvent, je dis bien, retenez bien cette question, elle est importante. C'est pour cela, regardez, cette fibrose qui est due à une réaction inflammatoire, qu'est-ce qu'elle va faire aux organes? Elle est souvent responsable d'un déficit fonctionnel de l'organe. Donc l'organe, il devient non fonctionnel et par conséquent, l'organe, quand il devient non fonctionnel, on dira qu'il devient malade. Exemple, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Pourquoi j'ai utilisé le terme insuffisance pour les trois parties? Pour vous montrer que l'organe, maintenant, il est défaillant, il n'est pas sain. Là, c'est des questions qui ont été posées par l'étudiant 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il y a un ensemble d'étudiants qui veulent leur expliquer la différence entre la phase et la phase. Ça aussi, c'est important pour l'examen. C'est très important. Donc, cela me permet de dire que dans l'appareil de Golgi, nous avons deux parties. Une partie structurelle et une partie fonctionnelle. La partie structurelle, c'est la face. La partie fonctionnelle, c'est la phase. Retenez d'ores et déjà, quand on parle de l'appareil de Golgi du point de vue structurel, nous dirons face 6, face médiane, face trans. Quand on va parler de l'appareil de Golgi du point de vue fonctionnel, on dira phase, phase de maturation, phase intermédiaire, ou la phase, excusez-moi, je reprends. Excusez-moi. Je dirais phase de formation, phase intermédiaire et phase de maturation. Ça veut dire la phase de formation correspond à la phase 6. La phase médiane correspond à la phase d'intermédiaire. Et la phase trans correspond à la phase de maturation. Donc, je récapitule. L'appareil de Golgi, il est représenté par deux aspects. Un aspect structural, c'est la phase 6, la phase médiane et la phase trans. Et un aspect fonctionnel, c'est la phase de formation, la phase intermédiaire et la phase de maturation. Donc, j'espère que j'ai été clair. Donc, n'oubliez pas cette question. Elle est très importante parce qu'on met en évidence la structure, la formation, la fonction de l'appareil de Golgi. Donc, là, je dirais que cet appareil de Golgi, quand les substances arrivent du noyau vers le réticulum endoplasmique, passant par les vésicules de transition, passant par l'appareil de Golgi, la phase 6, la phase médiane et la phase trans, et la phase de formation, la phase intermédiaire et la phase de maturation. Dans la phase interne, l'autre question, dans la phase interne de la membrane lysosomiale, on trouve juste des glycoprotéines ou bien des glycoprotéines, des glycolipides. La majorité, c'est des glycoprotéines. Les glycoprotéines assurent la protection interne du lysosome contre les hydrolases acides et contre le pH acide qui est compris entre 3 et 5 et assuré par les pompes à protons H+. C'est pour cette raison que la particularité du lysosome, c'est d'avoir des bien sûr protéines protectrices de la phase interne. Quelle est la différence entre le modèle de transport vésiculaire et le modèle citernal de maturation? Là, nous avons trois types de vésicules. Nous avons les vésicules de transition.
الانتقالية حويصلات انتقالية les vésicules de transition entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Nous avons les vésicules du modèle de transport, soit d'une lamelle, d'une citerne à une autre, ou bien de la périphérie. Et nous avons un troisième type de vésicule, c'est les vésicules de sécrétion qui se trouvent au niveau de la phase trans et la phase de maturation de l'appareil de Golgi. Monsieur, c'est quoi les régions chromophiles et chromophobes? Donc, tout simplement, les régions chromophiles et chromophobes de l'appareil de Golgi, nous avons une région chromophile fortement colorée. Pourquoi on l'appelle chromophile? Chromo, coloration, phylos, couleur, aimé. Donc, M, la couleur, fortement colorée parce qu'il y a une concentration élevée de substances. Chromophobe, elle n'est pas colorée et par conséquent, il y a peu de substances. Et c'est pour cela que dans l'appareil de Golgi, nous avons ces régions qui sont fortement et faiblement colorées. Monsieur, s'il vous plaît, élucidez-moi la polarité de l'appareil de Golgi. Alors, pour votre information, mes enfants, l'appareil de Golgi, il est convexe, muhaddab, par rapport au noyau. Il est concave par rapport aux vésicules de sécrétion et à la membrane. Ça veut dire qu'il est courbé quand il reçoit les substances du réticulum endoplasmique, passant par les vésicules de transition. Ces substances passent au niveau de l'appareil de Golgi pour sortir de la face concave au niveau des vésicules de sécrétion. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure sur les glycoprotéines qui protègent l'intérieur du lysosome avec un pH compris entre 3,5 et 5,5. Et nous avons les pompes à proton H+, qui gardent, bien sûr, l'acidité au sein du lysosome. Entre parenthèses, je reviens au premier cours de perméabilité membranaire. Le transport, c'est Na+, H+. Na+, H+, c'est quoi? C'est un simple transport. Pourquoi? Parce qu'il fait passer d'un côté le Na+, et de l'autre, bien sûr, l'H+. Voilà, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, docteur, pouvez-vous me détailler la classification des lysosomes? Déjà, les lysosomes, nous avons les lysosomes primaires, les lysosomes secondaires. Les lysosomes primaires sont des protolysosomes. Ils contiennent les hydrolases acides, mais ils sont inactifs. Par contre, les lysosomes secondaires, c'est les lysosomes primaires avec une vacuole, soit de l'extérieur, et on les appelle les hétérolysosomes, soit de l'intérieur de la cellule, on les appelle autolysosomes et on les appelle lysosomes secondaires qui sont capables d'assurer la lyse et la dégradation des substances. Comme tout à l'heure on a vu la phagocytose, quand les substances à phagocyter arrivent au niveau des globules rouges, ces dernières, elles vont assurer la phagocytose. Donc, avec les pseudopodes, à l'intérieur, ce sont les lysosomes qui interviennent pour dégrader les substances au sein de la cellule. Là, nous avons la classification. On a dit hétérolysosomes. Ce sont des lysosomes primaires avec des vacuoles de phagocytose, de phagocytose ou de pinocytose provenant du milieu extracellulaire. Les autolysosomes, c'est la dégradation des substances au sein de la cellule. Nous avons les crinolysosomes. Résulte de la fusion des granules de sécrétion exocrine ou endocrine avec un lysosome primaire. Nous avons les corps multivésiculaires qui contiennent des substances mais qui n'ont pas été complètement digérées, partiellement digérées. Par contre, les corps résiduels, ce sont les lysosomes qui ont dégradé toutes les enzymes. Et bien sûr, là aussi, nous avons, alors, ce sont des lysosomes qui ne disposent plus de substances non digérées au niveau des corps plurivésiculaires. Donc, automatiquement, nous avons éliminé toutes les substances. Par contre, les corps résiduels, nous avons des reliquats, nous avons des restes de substances qui n'ont pas été digérées. Donc, ça aussi, c'est à prendre en considération. Donc, essayez de voir pourquoi, qu'est-ce qu'un hétérolysosome, qu'est-ce qu'un autolysosome, crinolysosome, corps multivésiculaire et les corps résiduels. Voilà le processus d'hétérophagie et voilà le processus d'autophagie. L'hétérophagie, une substance qui arrive de l'extérieur, elle est reçue, invagination de la membrane, formation d'un puits recouvert, vacuole à digérer avec le lysosome primaire, le lysosome secondaire. Par contre, le système autophagique, la mitophagie, une mitochondrie vieillissante après 10 jours, cette mitochondrie sera entourée par une lame
de réticulum endoplasmique et nous avons une vésicule, une vacuole à l'intérieur de la cellule qui sera dégradée. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien la nature ou bien la science, comme vous voulez. Si jamais on a ces déchets qui s'accumulent au sein des cellules, automatiquement, les cellules seront bien sûr chargées de déchets et par conséquent, on assiste à un étouffement de la cellule et la cellule va mourir. L'exemple tout à l'heure, ce que j'ai dit, l'étudiant 16, il a posé le rôle des lysosomes. Voilà les cellules de Sertoli. Dans la spermatogenèse, quand le spermatozoïde est en train de se construire, au niveau de ces étapes qu'on a vues en embryologie avec M. Guettaf, que je salue par l'occasion. Donc là, ces cellules vont synthétiser les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, arrivés à la dernière étape, contiennent, voilà, des reliquats de cytoplasme. Si jamais on n'enlève pas ce cytoplasme, le spermatozoïde ne pourra jamais se déplacer et va aller directement vers l'ovule pour le féconder. Mais quand quelqu'un, on lui met un poids, Rabbi subhanahu le spermatozoïde, derrière un poids qui est le cytoplasme. Si on n'enlève pas ce poids, il sera gêné dans son déplacement vers l'ovule. Et par conséquent, ce sont les lysosomes qui le débarrassent de ces déchets. Bon, pour l'étudiant 17, la synthèse T3 et T4. La synthèse T3 et T4, on le reverra, Inch'Allah, en deuxième année, au niveau du module d'histologie. Là, Rabbi Inch'Allah, on verra ça au niveau, bien sûr, de la glande thyroïde. Mais je vais vous donner un aperçu. Pour fabriquer les T3 et T4 au niveau de la thyroïde, on a la tyrosine, qui est un acide aminé, qui va passer au niveau du réticulum endoplasmique granuleux pour former la thyroglobuline. Cette thyroglobuline va être libérée dans l'espace colloïdal. En même temps, nous avons pénétration des ions iode avec le sodium pour donner, bien sûr, à l'intérieur de l'espace colloïdal, la thyroglobuline et l'iode. L'iode, vous le connaissez, le problème chez nous, à l'intérieur du pays. Premièrement, on consomme du sel et on ne connaît pas la nature du sel. Est-ce que c'est un sel iodé ou il n'est pas iodé? Parce que celui qui vient avec le camion ou celui qui ramène le sel, s'il n'est pas contrôlé par le service de contrôle, automatiquement, on va prendre du sel sans iode et par conséquent, on aura un problème de goitre. 2, problème de poisson. Normalement, on doit manger le poisson 2 fois par semaine. Acétif, on ne peut pas le faire parce que le poisson est très cher. Si jamais vous voulez manger du poisson, vous allez acheter la sardine à 600 ou 700 dinars. Donc, excusez-moi. Donc, il faut équilibrer son alimentation pour l'apport d'iode. Donc, une fois l'iode et la thyroglobuline au niveau de l'espace colloïdal, qu'est-ce qui se passe? Une fois ces deux substances vont s'associer, ils vont former un complexe thyroglobuline-l'iode. Un complexe immature qui n'est pas encore arrivé à maturité. Donc, une fois l'endocytose faite, ces deux substances vont se lier et vont rencontrer les lysosomes. Le lysosome, qu'est-ce qu'il a? Il a des hydrolases. On a dit, le lysosome, il a 40 enzymes. Ces enzymes vont dégrader n'importe quelle cellule. Donc là, les enzymes vont éliminer ces liaisons entre, bien sûr, l'iode avec la thyroglobuline pour former les futurs T3 et T4. Donc ce même schéma, Inch'Allah, nous le reverrons en deuxième année. Pour la destruction des granulocytes, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et là, c'est un problème de pollution. Exemple, l'urate de sodium, la goutte, arrive, pour moi, ces gens qui mangent beaucoup. Donc, ces cristaux d'urate de sodium arrivent au niveau des granulocytes. Voilà l'étape 1. L'étape 2, la formation du phagosome et l'attaque avec les lysosomes secondaires. L'étape 3, la rupture du phagosome. Et l'étape 4, la rupture du granulocyte, et vont donner les douleurs articulaires, et ça donne des arthrites, surtout les gens qui consomment beaucoup de lipides. Exemple, on dit dans la maladie de la goutte, c'est au niveau des articulations. Un autre problème, c'est le problème de la silicose, comme on a vu dernièrement au niveau de la wilaya de Batna. Il y a à peu près 73 personnes, les métaux qui sont décédées par le fait d'inhaler
bien sûr, ces poussières de silice. Pourquoi? Parce que c'est des tailleurs de pierre. Et par conséquent, le silicium qui est SiO2, bien sûr, est le constituant principal du sable et certaines substances. Il va détruire directement les membranes lysosomales. Il va libérer les enzymes du lysosome primaire sans rencontrer de vacuole. Et par conséquent, il va directement toucher le tissu pulmonaire pour donner des inflammations. Alors, s'il vous plaît, un flash sur le peroxysome. Peroxysome, ce sont de petites vésicules entourées d'une membrane. Surtout, on les retrouve au niveau du rein et du foie parce qu'ils font la détoxification. Leur fonction métabolique, c'est la bêta-oxydation, c'est la dégradation des acides gras à longue chaîne. D'accord? Des acides gras à longue chaîne. Je le répète, les acides gras à longue chaîne, 18 carbone, qui, en formant des chaînes courtes, alimentent la bêta-oxydation bien sûr, au niveau de la mitochondrie. La mitochondrie, pourquoi? Parce que la mitochondrie, il y a l'hélice de Linène qui va donner, bien sûr, des phates, des nattes et de l'ATP. Donc, le nom peroxysome est lié à la première partie d'oxydation des acides gras, se traduisant par la formation de peroxyde d'hydrogène, H2O2, qu'on connaît classiquement sous forme d'eau oxygénée. Et nous, l'eau oxygénée, on les utilise comme antiseptiques pour les plaies. On nettoie les verres, on nettoie avec les lentilles. L'eau oxygénée, H2O2, dit volume. Bon, la mitochondrie, c'est quoi la théorie de l'endosymbiose? Alors, la théorie de l'endosymbiose, d'où provient ces mitochondries? Avant l'arrivée des cellules eucaryotes, nous avons dit que parmi les particularités, la mitochondrie ressemble à une cellule bactérienne. Elle a un ribosome 70S, elle a un ADN circulaire et absence de cholestérol dans sa membrane, remplacée par l'ergostérol. L'étudiant 21. Le pouvoir semi-conservatif à prendre en considération, essayez d'être attentif là-dessus. Je le dis et je le répète encore une fois. Le pouvoir semi-conservatif, c'est-à-dire du point de vue génétique, nous avons la mitochondrie qui a un ADN circulaire, nous avons le noyau qui a un ADN hélicoïdal. L'information génétique globale de notre corps se trouve au niveau de l'ADN nucléaire. L'information partielle se trouve au niveau de la mitochondrie. C'est pour cela qu'on dira que l'ADN assure partiellement sa maintenance, sa survie, ses besoins par rapport au noyau. Je n'ai pas compris les GLUT1 et érythrocytes. Alors, GLUT1, c'est quoi? Glucose, transport. Nous avons divisé les transporteurs de glucose en 5 classes. En réalité, il y a 25 classes. Mais nous avons en première année de médecine, je vous ai donné 5 classes. Ces 5 classes, en biologie moléculaire, en bionol, le GLUT1 est présent à la surface des globules rouges, à raison de 200 000 molécules par cellule. Il est codé par un gène, je reviens toujours, que toute protéine, toute substance au sein de notre organisme est codée par le gène. Un gène SLC2A1. Situé le bras court du chromosome, vous savez qu'il y a le bras court et le bras long, le bras P et le bras Q. Il s'agit du premier transporteur du glucose qui a été déterminé. Il est associé aux membranes. Exemple, on a dit le globule rouge. Donc, le GLUT1, comme tous les GLUT, sont des transporteurs de type unipore. On a dit transport qui est unipore, c'est le passage d'une seule substance dans un seul sens, dans une seule direction. Nous avons sympore, le passage de deux substances dans la même direction, soit de l'extérieur de la cellule ou bien de l'intérieur vers l'extérieur. La réciproque est vraie. Par contre, l'antipore, c'est le passage de deux substances dans des sens opposés. Donc, les protéines GLUT1 représentent 10% de la masse des protéines des érythrocytes humains. Ce sont des protéines qui se trouvent à la surface des érythrocytes pour faire passer les substances. Le GLUT5, il est spécifique, on le trouve au niveau des entérocytes, les cellules intestinales, et au niveau des spermatozoïdes. Alors, il a une particularité de transporter, on dit divergent, de transporter le fructose. Le noyau. Monsieur, pouvez-vous nous réexpliquer rapidement? Bon, je vais rapidement expliquer la structure du noyau. La structure du noyau, le noyau est formé par 3 anneaux. Un anneau cytoplasmique, un anneau nucléoplasmique et un anneau grillagé. L'anneau cytoplasmique, il est formé par un canal central et des canaux périphériques. Le canal central, je le dis encore une fois, et je le répète, et je verrai ça le jour de l'examen.
que le canal central transporte les substances activement, contre le gradient de concentration, et les canaux périphériques transportent passivement les substances. Je répète, les substances qui passent par les canaux périphériques passent avec le gradient de concentration, c'est-à-dire beaucoup de molécules. Les substances qui passent par le canal central, activement, et nécessitent de l'énergie. Nous y reviendrons dans le prochain schéma. Cet anneau, il est en face de la partie cytoplasmique du noyau. Cet anneau, il est en face de la partie nucléoplasmique du noyau. Et l'anneau grillagé, c'est on appelle aussi l'anneau filtre. L'anneau filtre. Nous avons aussi la protéine P58 qui assure la liaison entre la membrane internucléaire et les lamines nucléoplasmiques. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, excusez-moi, je reviens. Voilà le canal central, le transporteur central, transporte les grosses molécules activement. Il nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. Voilà les canaux ou les espaces périphériques, une diffusion passive qui ne nécessite pas de l'énergie. Plus d'informations sur la chromatine. On distingue deux types de chromatine. On a le chromatine, l'hétérochromatine. Le chromatine, c'est la chromatine claire. Et c'est la chromatine qui est activement ou bien facilement transcriptible. Ça veut dire elle fait une transcription, donc génétiquement active. L'hétérochromatine, c'est la chromatine de structure. On va la diviser tout à l'heure en deux parties. Bon, la chromatine sexuelle ou le corpuscule de Barr. Chez le sexe féminin, on a X. Chez le sexe masculin, on a XY. Chez le sexe masculin, on a tous les caractères في X. Le Y, il détermine le sexe. Chez le sexe féminin, on a X, la même chose qui a les caractères. Le deuxième X, il forme la chromatine sexuelle ou le corpuscule de Barr. Donc chez la femme, pourquoi la femme a les deux X? Elle a le corpuscule de Barr, il met là le sexe féminin. والhomme عنده le chromosome Y وربي سبحانه le chromosome Y صغير خلاص في الكاريوتيب تاعنا هو الكروموزوم Y وهو اللي يمد لنا le sexe masculin. Voilà le chromatine claire, totalement décondensée pendant l'interphase, donc elle est active, répartie dans le nucléoplasme, active sur le plan transcriptionnel, c'est 10% seulement, bien sûr, de la chromatine totale. Pourquoi? Parce que l'hétérochromatine, c'est la chromatine de structure. C'est la chromatine génétique, mais l'autre, c'est la chromatine de structure. La comparaison entre les deux. Alors, voilà, l'hétérochromatine, elle est plus ou moins condensée tout au long, bien sûr, du cycle cellulaire. Elle est principalement périphérique, soit à côté du noyau, ou bien du nucléole. Ou bien elle est dispersée en motte dans le nucléoplasme. Je dis en motte. En motte, بالعربية ربطة. En motte. D'accord? كما تقولوا أعطيني une motte ربطة. Donc nous avons en motte au sein du nucléoplasme. Elle occupe 90% de la chromatine et elle est inactive du point de vue transcriptionnel. قلنا l'hétérochromatine, elle est active. L'hétérochromatine, elle est inactive. Le chromatine, elle occupe 10% de la masse de la chromatine et l'hétérochromatine, elle occupe 90% de la masse. Voilà un petit exemple. On met en évidence l'hétérochromatine constitutive et facultative. Constitutive qui rentre dans la constitution, où les séquences de gènes répétées, et facultative, elle contient des régions pouvant adopter les caractéristiques structurales. Donc, quelque part, c'est le chromosome X inactif qui est le corpuscule de Barr. Voilà le petit schéma, il est très important. Pourquoi j'aime les schémas? Parce que le schéma, c'est plus représentatif. Nous avons les centromères. Les centromères, centre, marquez du chromosome. Nous avons les bras du chromosome. Nous sommes les télomères. Télomères, c'est bien sûr l'extrémité. Voilà, les télomères. Nous avons l'hétérochromatine, centromère, voilà, le chromatine ici. Donc la chromatine active, c'est au milieu, l'hétérochromatine à l'extrémité et au milieu. C'est pour cette raison, quand on est jeune, quand on n'est pas malade chronique, ces extrémités sont complètes. Ça veut dire que l'hétérochromatine, elle est complète. Au fur et à mesure que l'on vieillit,
on assiste à un raccourcissement. Si on assiste à un raccourcissement du chromosome, donc c'est toute la faculté de notre organisme qui a tendance à diminuer. La chromatine sexuelle ou corpuscule de Barr. Là, je donne un exemple. Chez certains malades, voilà XY. Non, XY. Chez certains malades génétiques, des hommes de sexe masculin, ils ont XY. Ça veut dire qu'ils ont XY تاع l'homme ou ils ont X تاع la femme. Donc, ils ont un corpuscule de Barr, le syndrome de Klinefelter. Klinefelter, c'est XY. Donc, nous avons un chromosome X en plus. Et ce sont des hommes qui ont certains caractères, bien sûr, sexuels, voilà, féminins. Là aussi, nous avons la lyonisation. Donc, rapidement, on passe. La synthèse du ribosome. Bon, la synthèse du ribosome. Le ribosome, à l'intérieur du nucléole, 3 régions. Le centre fibrillaire, le composant fibrillaire dense et le composant granulaire. Nous avons les protéines de transmission, l'ADN polymérase 1, transcription de l'ADN, clivage du pré-ARN et les périribosomes. Je explique ça. Au niveau du nucléole, nous avons des régions. Nous avons la première région, les fibres, la deuxième, des fibres denses, et la troisième, nous avons les composants granulaires. Voilà l'organisation du nucléole. Voilà comment ça se passe. Nous avons le nucléole, il contient des grandes boucles d'ADN, l'ADN ribosomal. Cet ADN ribosomal, qu'est-ce qu'il va faire? Il est conditionné par 5 chromosomes, 13, 14, 15, 21, 22. Ça veut dire dans nos chromosomes, nous avons déjà ils vont exprimer des gènes qui vont donner les protéines constitutives du ribosome. Subhanallah, quand on a une petite anomalie, dans un des chromosomes, on va avoir des maladies génétiques graves. Voilà, c'est la transcription de l'ARN 45S qui est le précurseur. Voilà la structure, la composition des sous-unités du ribosome. 1. Nous avons le nucléole. Au niveau du nucléole, nous avons l'ARN 45S. C'est le précurseur. L'ARN qui est mature, global. L'ARN, il va se diviser en ARN 18S, 5,8S et 5S. 28S et 5,8S. Ces 2 ARN-R. L'ARN, il va se lier à 33 protéines pour former la sous-unité 40S. Je reviens. Donc, l'ARN 45S se divise en ARN 18S et en ARN 5,8S et 28S. C'est tout. L'ARN 18S, on va lui rajouter 33 protéines pour donner la petite sous-unité. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, et la grande sous-unité? La grande sous-unité, c'est quoi? C'est cet ARN 5,8S et 5S, on va lui rajouter un ADN nucléaire et non pas nucléolaire. 5S. Donc nous aurons 5,8 plus 28 plus 5. C'est la partie ARN. On va lui rajouter 50 protéines pour donner la grande sous-unité. Je récapitule. La petite sous-unité, c'est quoi? 18S plus 33 protéines pour donner la sous-unité 40S. La deuxième, 5,8S, 28S et le 5S qu'on a ramené, c'est l'ADN nucléaire, pour former l'ARN 5,8S, 28S, 5S. Ces ARN-R, on va leur associer 50 protéines pour pouvoir donner la grande sous-unité du ribosome et par conséquent, petite sous-unité, grande sous-unité, égale structure du ribosome proprement dit. La dernière question, est-ce que la protéine 53 est une protéine du porc? Non. La protéine 53, au niveau du porc, nous avons la nucléoporine. Exemple, la nucléoporine 88, la P180, etc. Ce sont des protéines au niveau desquelles on assiste à la structure, bien sûr, du porc nucléaire. Par contre, la protéine 53 est un facteur de transcription qui joue un rôle très important dans le cancer. Les dernières études, les études qui datent de 2020, mettent en évidence le rôle de la protéine P53, bien sûr, dans les dommages cellulaires. Et ils sont en train de chercher, d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir, bien sûr, travailler avec cette protéine C53 pour éviter
bien sûr, la cancérisation des cellules. Donc, c'est l'aspect maintenant protéique qui domine. D'ailleurs, cette année, le prix Nobel de chimie, il a été décerné, le prix Nobel 2020, décerné à des chimistes qui ont travaillé sur le séquençage des gènes. Donc vous voyez que maintenant, ce n'est plus la médecine, ni la biologie, ni la chimie, ni la physique, ni l'architecture, ni les mathématiques, ni toutes les sciences ne sont pas monospécifiques. Un chimiste, il peut avoir un prix Nobel de médecine. Un médecin, il peut avoir un prix Nobel de chimie. Donc maintenant, toutes les sciences travaillent à l'échelle moléculaire. Nous, on parle à l'échelle moléculaire, à l'échelle 10-6. Mais excusez-moi, maintenant la science, elle a franchi de grands pas. On est en train de parler à l'échelle 10-9. Et vous voyez que chaque fois, on parle de la nanotechnologie, les nanotypes, les nanoéléments, etc. On parle à l'échelle 9. Je ne sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, on en parlera à l'échelle 12. Et toujours, c'est l'infiniment petit qui va nous révéler les secrets de la nature, les secrets de toutes, si vous voulez, les maladies, puisqu'on est en train de parler de maladies et de cellules. Donc, toutes les énigmes, alghaz, qui se trouvent au sein de nos cellules, nous allons, bien sûr, les prendre en considération. Donc, je vous remercie, mes enfants, pour votre patience, pour tout ce que vous avez vu au niveau de toutes nos vidéos, de cette vidéo concernant vos questions. Je vous souhaite bon courage pour l'examen. Je serai, Inch'Allah, avec vous et un support moral pour nos enfants. Et j'espère que vous aurez de très bonnes notes, Inch'Allah. Et je vous dis bon courage et à bientôt, Inch'Allah.